Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyse et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des analystes, des hommes des médias. Avec eux, donc, nous refusons l'actualité pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets au plan national. On commencera par le procès Thomas Sankara qui a commencé en présence de Mariam Sankara. Nous allons aussi évoquer 2 autres sujets. Il s'agit du ministère de la Défense. Le président Kaboré a cédé le portefeuille. Nous allons en parler. Et puis, 3e sujet, il s'agira du FESPACO, 27e édition du FESPACO qui est en cours en ce moment. Et puis, en Guinée, c'est la mise en retraite anticipée d'au moins 42 généraux par la transition. Nous allons parler de ce sujet avec mes invités sur ce plateau. À ma gauche, maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Il est avocat inscrit au barreau. Merci maître d'être sur ce plateau. Et puis à droite, Atiana Oulon, directeur de publication de l'événement, qui est un bimensuel d'investigation. Merci Atiana d'être sur ce plateau. Et puis juste à la gauche d'Atiana, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste, il est également enseignant à l'ISTIC. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Evary Faustin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil. Avec eux, nous allons donc aborder ces différents sujets-là. Alors, procès Sankara, maître Kielem Apollinaire, qu'est-ce que déjà on a comme analyse par rapport à cette présence de Mariam Sankara et aussi au déroulé de l'ouverture du procès? Non, comment je vais dire, par rapport au déroulé du procès, je ne peux rien dire parce que je ne suis pas dans le dossier. Donc, en tant qu'avocat, je ne suis pas dans le dossier, donc je ne suis pas au secret de ce qui peut se passer. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas que toute la vérité viendra de ce procès. D'abord parce que beaucoup de témoins sont décédés. Et ensuite parce que les principaux accusés ne sont pas là, à savoir Blaise Compaoré, et puis je pense aussi Yassine Kafando. Bon, on parle du colonel Kafando, je ne sais pas si c'est le même Kafando. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est Yassine qui est devenu colonel-major ou pas, mais toujours est-il que Yassine Kafando et Blaise Compaoré ne sont pas là. Donc ce n'est pas évident que tout puisse se dérouler. Vous savez par exemple que, quoi qu'on dise, hein, le régime de Blaise Compaoré, il y avait... Avant d'aller un peu dans le fond, on va parler un peu de la forme, la formation même déjà de la composition du jour à l'ouverture du procès. On a vu par exemple qu'il y a eu 2 généraux par exemple qui sont désistés. Oui, ça moi c'est à leur honneur. Hein. C'est à leur honneur. C'est-à-dire tout magistrat, n'est-ce pas, s'il estime que la situation est telle, ses relations avec les justiciables sont telles qu'il ne peut pas se prononcer en toute âme et conscience, en toute objectivité, il se doit de se récuser de lui-même. S'il ne le fait pas, il revient maintenant au parti de le récuser. Voilà. Nous, en tant qu'avocats, parfois, on récuse des magistrats. Si on estime qu'ils n'ont pas eu le courage de se récuser eux-mêmes, alors qu'ils ont des relations avec l'une des parties qui peut entacher, comment je veux dire, sa sincérité dans la délibération. Donc, ces officiers qui sont récusés, et ils ont donné raison, je pense que ça, c'est à leur honneur. Et il n'y a rien de particulier dans ça. Ça se passe à tous les niveaux, à toutes les procédures, dans la plupart des assises, même criminelles. De façon particulière, on est ici dans le procès dit militaire, où, par exemple, on sait que si ceux qui sont poursuivis, on a par exemple dans le box quelqu'un comme Général Guéniéré, est-ce que d'autres, moins que lui en grade, peuvent donc être des associés? Non, vous savez, le tribunal militaire, c'est pratiquement la même chose que le tribunal correctionnel ou bien les chambres de criminels. C'est les mêmes règles. Et d'ailleurs, même en dehors des règles spécifiques aux militaires, le code de justice militaire renvoie au code de procédure pénale, qui est le droit commun en matière pénale. Donc, généralement, dans la justice militaire, quand on a jugé quelqu'un, un militaire, on tient compte du rang. Et en principe, quelqu'un de rang inférieur ne peut pas être assesseur. Parce qu'il faut dire que c'est des assesseurs, ce n'est pas les principaux juges. Les principaux juges sont des juges professionnels. Est-ce que vous avez vu? Et maintenant, on prend des militaires comme assesseurs. Et en principe, ne peut siéger comme assesseur qu'un militaire de rang au moins égal à toi ou supérieur à toi. Voilà comment ça se passe. Dans ce cas de figure, est-ce qu'on n'est pas en dehors de ce principe-là? Moi, je n'ai pas suivi, donc je ne sais pas. Alors, mais ce qui est sûr est qu'il n'est pas difficile de trouver des militaires de même rang que le général Dendele pour siéger. Et en cas d'impossibilité de le trouver,
mais on pallie, n'est-ce pas, avec les militaires les plus anciens dans le grade, qui qu'ils soient maintenant. Maintenant, je n'ai pas fini. Oui, on va passer la parole à Tiana, on reviendra pour le fond. On va revenir sur le fond du sujet. Tiana, sur l'ouverture déjà du procès, avec ce qu'on est en train de, bien sûr, de regarder, d'assister, le fait qu'il y ait des militaires qui se soient tout simplement mis de côté. Non, je crois qu'il n'y a pas de contestation possible. Et comme ça a été dit, il y a eu deux qui ont avancé des éléments. Et le tribunal a pris acte. Toutes les parties, les avocats de la défense et les avocats de la partie civile ont pris acte. L'un, c'est pour évidemment des liens avec certains des accusés, le général Nazingouba Ouedraogo notamment. L'autre, c'est pour des raisons de santé, le général Brice Bayala. Donc on a pris acte, justement, et c'est ce que Maître vient de dire. La loi permet cela, et je crois qu'il n'y a pas de débat possible. À partir du moment où les parties elles-mêmes ont pris acte de cette situation. Maintenant, sur l'autre volet, je crois que là aussi, il n'y a pas de violation de texte en particulier. Sinon, il est évident que les avocats des accusés allaient le relever. Oui, c'est vrai que le Code de justice militaire dit qu'un subordonné ne peut pas participer au jugement de son supérieur, mais dans l'impossibilité, on fait recours au grade le plus proche. Et c'est comme cela que dans l'impossibilité, au regard déjà du fait que les deux généraux se sont mis de côté. Parce qu'il faut rappeler aussi que chaque année judiciaire, en fait, au niveau du tribunal militaire, on met à la disposition du tribunal militaire un certain nombre de militaires de rang, de sous-officiers, d'officiers, comme assesseurs militaires pour l'année judiciaire. Donc, si vous voulez, on tire en fait dans ce lot de militaires là, en fait, pour construire en fait, cette juridiction-là pour la chambre de jugement. Donc, dans l'impossibilité, on fait recours en fait à des militaires moins gradés que celui qui est le plus gradé dans le box des accusés. Et c'est comme cela qu'on s'est retrouvé dans cette situation avec un colonel-major, deux colonels-majors et un colonel pour construire les 5 juge en quelque sorte de cette formation de la chambre de première instance du tribunal militaire. Ce n'est pas une première fois. Si vous vous rappelez le procès du putsch manqué, c'était à peu près pareil. Sauf qu'on avait un seul général, le général médecin Digemde, qui était dans le lot, mais après on avait des colonels-majors. Donc c'est une situation qui est là. La loi prévoit des possibilités où on est dans l'incapacité de pouvoir respecter ces dispositions, mais ne pas le respecter, ça ne veut pas dire qu'il y a eu violation des formes. Sinon, évidemment... Non, bien sûr, il n'y a pas eu... Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a eu violation des formes, mais est-ce que les avocats de la défense quand on part à un procès, et puis bon, on arrive, et puis tout d'un coup, les généraux aussi qui ont pensé pouvoir être là, ils disent non, mais nous, on ne peut pas y aller, on avance des arguments, etc. Sur la forme, c'est bien, mais quand on regarde dans le fond, politiquement... Qu'est-ce que cela vaut? Bon, vous parlez de justice, vous parlez de politiquement. Bon, je ne sais pas sur quel chapitre on doit analyser. Si on analyse... Mais les relations humaines entre ces personnes qui vous prenez le général et les autres. Vous prenez le général Nazingouba Ouedraogo, qui a été médecin personnel du président Blaise Compaoré. C'est un élément probant, il n'y a pas de contestation. Vous ne pouvez pas venir dire que c'est un élément on peut accepter pour qu'il vienne. Non, ça ne passe pas. Parce que même si il acceptait, peut-être des avocats de la partie civile allaient le récuser. Parce que la loi permet justement, vous pouvez accepter, mais une ou l'autre partie peut décider de dire que vous avez des éléments, on peut croire que vous ne serez pas objectif. Donc ça, c'est des éléments, il n'y a pas de contestation possible. Le général Bayala dit qu'il a des problèmes de santé, il ne peut pas faire 2 heures être assis. Pourquoi vous voulez insister? Je crois qu'on ne va pas refaire ce procès à partir du moment où les parties ont pris acte. Et les gens n'ont pas fait de débat là-dessus. Et je crois que le 11 octobre, ce débat est vraiment dépassé. Et je crois que les gens attendent peut-être de rentrer dans le fond du sujet. Évariste Fassin-Concebo, les formes sont dites. Alors, maintenant, la question du procès, on va tenter d'en parler, on va y aller. Est-ce que la vérité sera dite à ce procès-là? On n'est pas encore au terme, bien sûr, mais est-ce que... avec la configuration des choses, est-ce qu'on va avoir la vérité? D'abord, les premiers quoi que je peux ainsi appeler, moi je dois féliciter le courage en fait de ces deux personnes, parce qu'ils ont eu le courage de se récuser, parce qu'ils sentent le malaise, effectivement, mais quid des autres qui peut-être ont peur, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des pressions. N'importe qui ne peut pas prendre une décision comme ça sans conséquence. On sait très bien dans quel environnement nous vivons. Il y a des pressions de tout ordre. Et à cela, je trouve qu'ils ont été très courageux et ça témoigne de la qualité, en fait, de ces personnes-là. Et qui, bon, bien sûr, hein, c'est dommage que d'autres soient malades et que
ne puisse pas siéger, mais c'est quand même un courage. Parce que certainement qu'il y en a d'autres tapis qui auraient aussi voulu, mais parce que je vais l'expliquer tout de suite ici. Quand on parle, ça va m'amener à l'histoire de la vérité, ça fait rigoler. Parce que c'est un règlement de compte judiciaire dans un dossier purement militaire et politique. Comment voulez-vous? Et on sait très bien que le contexte, c'est un contexte où il y a de complots permanents. Et tous les acteurs, il y a eu beaucoup de trahisons, de traîtres. Comment voulez-vous? Et c'est un camp actuellement qui a bien sûr travaillé à travers des officines très proches du pouvoir pour redorer une certaine image, sanctifier des gens. Alors comment voulez-vous que ce camp-là actuellement qui doit mener et conduire le procès, vous puissiez... On va tout avoir sauf la vérité. Je suis désolé. Alors la vérité est due... Le manque ou à la fin, si on n'a pas la vérité, ce serait dû à quoi? Au fait qu'il y a un camp qui juge comme si on était à Nuremberg, ou qu'est-ce que ça voudrait signifier? Ou est-ce que ça voudrait dire que les juges qui sont là, ou est-ce que les faits ne permettent pas? Oui, quand on dit que le tribunal militaire est tout à fait normal, moi ça me fait sourire, c'est vrai qu'ils appliquent le code. Il n'y a pas un code pénal militaire. Mais quand on regarde la structuration qui poursuivent dans le tribunal militaire, c'est la hiérarchie militaire. Et on sait très bien que notre pays a eu beaucoup de traumatismes militaires. Tous les coups d'État, c'est-à-dire, quand il y a eu un coup d'État, ça veut dire que vous choisissez votre camp. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et tous ces gens-là ont évolué. Et on se retrouve dans une situation où il y a d'autres qui vont juger les autres. Non, franchement. Ali? Bon, sur la question de la forme, rien à dire. Les généraux se sont récusés parce qu'ils avaient des relations particulières pour le général Nazine Goumba, l'autre pour des questions de santé, le général Brice Bayala, que je salue au passage. Avec lui, on a travaillé sur l'opération Sahara. Donc, ils se sont récusés, c'est à tout à leur honneur, comme a dit Maître de Tambela. Maintenant, pour les questions de vérité, tout ça, ça va être très difficile, mais de Tambela a évoqué l'absence du président Blaise Compaoré, de Gafando, Hyacinthe qui sont absents, donc ils seront jugés par contumace. Donc il y a beaucoup d'éléments probablement qu'on doit. À côté de cela, on nous a fait comprendre à un certain temps qu'il y avait d'autres pays qui étaient aussi dans ce fameux coup d'État du 15 octobre qui a vu la mort du capitaine Thomas Sankara. J'écoutais maître Benaouane Sankara qui disait qu'il y a une disjonction, on a fait sortir la France du procès, on a fait sortir un certain nombre de pays, alors qu'il y avait des dossiers sur ce fameux coup d'État qui a vu la mort de Sankara, qui se retrouve en France, et Macron, lors de sa venue ici, avait dit « j'allais vous apporter les documents ». Et brusquement, bon, tous ces gens ne vont pas siéger. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui sont là. Je ne sais pas s'il y a d'autres explications techniques qui vont se faire. Bon, au fur et à mesure, comme le procès lui-même n'a pas commencé, bon, on essaie de voir les éléments qui sont là. Mais quand le procès lui-même va commencer, on pourra voir exactement de quoi il en revient et on pourra beaucoup plus analyser. Sinon, présentement, ce sont des mises en jambe, des échauffements, on verra. D'accord. Alors, maître, on revient à la question de la vérité. Vous le disiez tantôt, on n'aura pas la vérité dans ce procès. Mais si un procès, il n'y a pas de vérité, à quoi ça sert alors? Non, écoutez... Juste pour faire des condamnations? Non, il n'y a jamais de vérité dans un procès humain. La vérité, c'est chez le bon Dieu. Voilà. Sur terre, ici, c'est des tentatives. On tente toujours vers une vérité. Pas la vérité, vers une vérité. Donc ça ne fera pas l'exception. Mais bon, de la vérité dont on parle, j'ai dit qu'on ne pourra avoir que des bribes de vérité. D'abord parce que Blaise Compaoré n'est pas là. Et c'est l'un des principaux mis en cause. C'est l'un des principaux bénéficiaires de l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc, il a des choses à dire qu'on ne comprend, qu'il ne pourra pas dire. Voilà. Il pouvait même être là et puis ne pas parler non plus. Hein, parce que le prévenu comme l'accusé a le droit au silence. Il pouvait être là aussi et puis mentir. Parce que le prévenu, comme l'accusé, a le droit de mentir pour sa propre défense. Donc Hyacinthe Kafando non plus n'est pas là. Et le fait que Blaise Compaoré même ne soit pas là fait qu'il y a une menace qui plane sur tous ceux qui seraient amenés à intervenir. Parce que comme vous savez, comme Blaise Compaoré lui-même a dit, il n'était pas un démon, il n'était pas un ange non plus. Et le système fonctionnait comme une camarilla, comme une loge secrète. Avec, n'est-ce pas, comment je veux dire là, avec des gens de main qui exécutaient des tâches, etc. Et Blaise Compaoré étant au centre du système et n'étant pas là, tous ceux qui seraient amenés à intervenir pourraient avoir comme pression, n'est-ce pas, avoir peur, n'est-ce pas, de cette menace. Et qui est la menace alors? Mais Blaise Compaoré lui-même. Comment il pourrait être une menace si... C'était le maître du système.
Comment il pourrait être une menace si un prévenu est devant un tribunal, devant des juges, avec toute la sécurité qu'il faut? Le système est là. Comment est-ce que ça pourrait... L'absent peut être la menace? Non, écoutez, le système lui-même est là. Le système de Blaise Compaoré n'est pas totalement démantelé. Le système lui-même, il est là. Et le système lui-même a infecté peut-être même le système actuel, le régime actuel. Parce que tous ont travaillé soit à établir le pouvoir de Blaise Compaoré, soit à le conforter. Donc le système lui-même est là. Et les gens peuvent avoir peur de dire certaines choses pour mettre en cause leur propre sécurité. Donc, alors que bon, si Blaise Compaoré lui-même il était présent, alors ça pourrait délider certaines choses. Alors les gens peuvent se dire, mais moi si je dis certaines choses, vu ce que j'ai été et vu ce que je suis, etc., qu'est-ce que je pourrais avoir comme menace ou bien qu'est-ce que je pourrais avoir comme représailles, etc. Parce que le système est toujours là. Est-ce que vous avez vu? Donc ça peut faire que des justiciables peuvent ne pas avoir l'esprit libre pour parler comme ils veulent. Sans oublier qu'il y a une chose qui est là. Avant, n'est-ce pas, dans les siècles passés, par la torture, on pouvait obliger les justiciables à cracher certaines choses. Maintenant, heureusement, la torture n'existe plus. Bon, de telle sorte qu'on n'est plus amené, on peut ne pas dire des choses qu'on sait. On peut volontairement décider de ne pas dire que c'est des choses qu'on sait. Alors, soit pour ne pas mettre en cause certaines personnes. Je pose une question à l'envers. Est-ce que l'absence de Blaise Compaoré, au contraire, ne serait pas peut-être favorable pour que d'autres personnes, certains accusés, disent ce qu'ils savent, que, par exemple... Pas évident. L'absence qui est un problème. Non, c'est pas évident. Quand vous parlez de système, de quel système il s'agit? Vous avez un régime qui est en place, qui n'est pas un régime de Blaise Compaoré. Vous avez un tribunal militaire qui est en place, qui n'est pas un tribunal militaire mis en place par un régime, par le système de Blaise Compaoré. Comment est-ce que ça pourrait être une menace réellement pour quelqu'un? Non, écoutez, moi je vous ai parlé, n'est-ce pas, des genres de sociétés secrètes qui ont des systèmes de fonctionnement secrets. Est-ce que vous avez vu? Donc, dans ce genre de système-là, la personne n'est pas obligée de... Plus la personne même est loin, plus vous avez peur. Est-ce que vous avez vu? Non, dans le système... Vous savez que Blaise Compaoré lui-même, là, quand il disait qu'il dort, c'est que quelque chose se passait. De telle sorte que les gens avaient beaucoup peur qu'il dorme. Donc, c'est pour vous dire, n'est-ce pas, que... par exemple, si vous prenez le système de la mafia, quand vous prenez la mafia, par exemple, mais la mafia n'a pas besoin de se montrer pour que vous ayez peur de lui. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est un système avec des loges secrètes qui fonctionnent de façon, comment je dirais, concentrique et qui fait que, bon, quelqu'un qui est dans ce système-là sait comment il doit se comporter. D'accord. Non, ça va dire quelque chose. Oui, parce que quand on parle de système, il y a aussi le terme acteur, ça va ensemble. Quand on parle de système, acteur, le système, c'est Crozier d'ailleurs qui a très bien développer cette théorie-là. Donc, bon, le système, bon, moi, d'abord, je note que les premiers bénéficiaires des événements du 15 octobre 87 sont tous là, quasiment 98%. Parce que ceux qui ont émigré de l'autre côté sont peut-être epsilon. Donc, forcément, tous ceux qui ont bénéficié de ces événements tragiques-là sont là. Maintenant, ils ont été acteurs. Et pas à un point moindre, des plans quand même un peu élevés. Maintenant, les peurs. Quand on a peur, on peut se récuser. Comme il y a eu, les deux autres ont eu le courage. Parce qu'ils savent très bien comment le système, effectivement, c'est un système où tout le monde est redevable à tout le monde. Franchement, on imagine un peu dans le contexte, c'est comme s'il y avait un modus vivendi, tout le monde était d'accord. Maintenant, parce que la situation a changé, d'autres reviennent pour vouloir régler des comptes. Donc, on comprend très bien, mais comme je dis, en fait... c'est ça, c'est ce qui m'amène à vous dire que cette histoire est déjà mal embrayée et on aurait voulu peut-être d'autres pistes pour débattre au niveau national et trouver peut-être les voies et moyens. La voie judiciaire, là, ça va certainement se coincer quelque part à un moment donné. Ou non? Le système va empêcher le procès d'être un procès qui permette la vérité, où on voit en fait l'ensemble des choses, des faits, etc. Non, bon... Le système étant vaste. Non, bon... C'est cela ou est-ce qu'on en fait un peu trop? Non, il est évident que ce qui se passe, les procès ne sont pas toujours, ou bien ne conduisent pas forcément à des vérités historiques. On a des vérités judiciaires, on aura ce que l'enquête a permis d'avoir, et je crois que dans le dossier, évidemment, il y a des gens qui nient leur participation, il y a des gens qui reconnaissent partiellement les faits, comme il y en a qui reconnaissent leur participation, il y a des éléments de preuve qui sont là. À partir du moment où la justice, ce n'est pas de la dissertation, ce n'est pas de l'agitation ou bien de la philosophie, ce sont des éléments de preuve.
Et il y a des témoins vivants, des gens qui ont vécu la situation. Donc là-dessus, je crois que peut-être nous discutons simplement, sinon dans le dossier, je crois qu'il y a des éléments assez probants pour permettre d'aller au procès. Il faut regretter l'absence des deux qu'on a relevés, Blaise Compaoré et Yacine Kafando. Mais je crois que c'est une situation qui arrange plus ou moins un certain nombre de personnes. Parce que quand vous prenez un monsieur comme Yacine Kafando qui était prêt à aller répondre à la convocation du juge d'instruction, à partir du moment où je sais qu'à l'époque, quand il a reçu la convocation du juge d'instruction, il a contacté un ou deux avocats afin qu'on l'assiste pour aller le répondre, et que finalement, des personnes extérieures ont organisé sa sortie ou sa fuite hors du pays. C'est-à-dire qu'il était dans des dispositions quand même de pouvoir répondre. Pour Blaise Compaoré, je crois qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de disposition à faire face et à donner sa part d'explication. Il faut regretter cela, on n'aura pas leur version des faits, mais comme ça a été rappelé, même leur présence, ça pourrait être synonyme peut-être de silence, ça pourrait être synonyme de mensonge, ça pourrait être synonyme de dénégation. Mais n'empêche, je crois qu'on fera avec ce qu'il y a et on aura le résultat qu'on aura. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas aussi se faire d'illusions ou s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. 34 ans, ce n'est pas 34 jours. Il y a effectivement des limites objectives par rapport à la question. Parce que déjà, quand vous avez dans le banc, vous avez 4 personnes qui étaient mises en examen qui sont décédées. Vous avez des preuves peut-être matérielles qui ont disparu avec l'effet du temps. Vous avez aussi des questions de mémoire ou de souvenirs, parce que 34 ans, ce n'est pas évident. Même si on est de bonne foi, il y a certains détails dont certaines personnes ne se rappellent pas. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, l'enquête a permis quand même d'aboutir à un certain nombre de choses. On a fait des expertises, on a retrouvé des traces. Il y a des témoins vivants. Je crois qu'il y a même le seul survivant dont on a parlé depuis un certain nombre d'années. Vous avez d'autres personnes qui ont pu identifier nommément l'itinéraire du convoi et tout le reste. Je pense que pour tout le reste, ça relève peut-être des limites objectives un peu de la situation. Alors, et par rapport à ce que vous avez relevé, le tribunal militaire était là depuis. Ce sont des institutions qui étaient là depuis. Ce n'est pas une création de Roch-Marc Christian Kabore, c'est pas une création de la transition. C'est une institution qui était là. Et je pense que le dossier aussi, ce n'est pas une invention. Parce qu'il faut rappeler que c'est sur la base de plainte. D'accord, mais la question qui est là, puisque le procès vise à ce qu'il y ait la vérité aussi bien judiciaire que historique de qui a fait quoi, comment les choses se sont passées exactement. Alors si on va sortir avec une vérité qui ne soit pas une vérité qui rende compte réellement de tous les faits, ou est-ce qu'on peut comprendre par là que ce procès peut être aussi l'enterrement du dossier d'une certaine façon? Non, pas du tout. Je pense que tout à l'heure, ça veut dire que nous sommes dans des hypothèses. On ne peut pas a priori, parce qu'il y a X ou Y qui ne sont pas là, donc on n'aura pas la vérité. Ça serait vraiment très facile de pouvoir être catégorique et péremptoire et dire, voilà, je ne sais pas de quel élément nous disposons pour dire comme X et Y ne sont pas là. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit encore. Dans le dossier, je crois qu'il y a des éléments. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est ce dossier que forcément, ce pourquoi on organise des procès, on va déroger à cela. On aura certainement, on va essayer de situer les responsabilités, qui a fait quoi, où et quand, quelle est la sanction prévue. S'il y a des gens qui sont pas coupables, on va les relaxer. S'il y en a qui sont coupables, on va les condamner. Et je crois que, comme ça a été dit par le ministre en charge de la réconciliation, il a dit que ce procès, Zéphirine Diabouré, est un élément de la réconciliation. Nul doute que certainement que ça rentre dans le cadre de cette réconciliation et qu'on est en train d'organiser ce procès afin de permettre d'autres mécanismes justement pour permettre aux gens aussi de pouvoir passer à autre chose. Tout ça. Ali? Oui, je pense que bon, ce procès va se tenir, il est déjà ouvert. Mais effectivement, plus ou moins quand on écoute les gens, il y a un certain nombre de doutes sur ce que les gens attendent. Les gens attendent de voir comment ça s'est passé, qui est coupable, qui a donné des ordres, qui est ceci, cela. Je pense que de ce côté, ça va être assez difficile. Ceux qui étaient là ont bien suivi au lendemain de ces tragiques événements. Il y a eu un forum qui a été organisé au Burkina Faso où presque toutes les couches sociales du Burkina Faso ont participé et tous ont fait le procès du CNR et ont à la fin seulement regretté le dénouement tragique de cette situation. Ces documents sont encore là, je ne suis pas dans le secret de l'instruction, probablement que les juges ont lu et tous ces gens-là verront ce qui s'est passé.
Maintenant, il y a un certain nombre de choses, évidemment, ça va être assez difficile parce qu'il y a eu ceux qui jugent ont été, parfait, ceux qui sont aux affaires ont été des lieutenants d'un certain niveau de Blaise Compaoré pendant 34 ans. Ils sont aux affaires, ils sont un certain nombre de choses. Il y a un monsieur comme Salif Diallo qui n'est plus, qui est aussi un acteur important de cette période, qui n'est plus. Bon, donc il y a un certain nombre de choses qui feront que, justement, on aura la vérité, comme dit Oulon, mais on n'aura pas la vérité que les gens veulent voir pour savoir ceci et cela. Bon, l'absence de Blaise Compaoré, maître de Tambela, a dit que son absence peut porter atteinte, peut faire peur à un certain nombre de gens, mais son absence aussi peut profiter, ça peut être l'occasion de tout lui remettre sur la tête, et puis bon, c'est tranquille. Alors, mais est-ce que vous avez le sentiment, quand vous faites vos analyses, que ce procès prend en fait tous les éléments? Bon, Blaise Compaoré n'est pas là, Yassine Kafando n'est pas là, mais est-ce que vous pensez que même au Burkina, est-ce qu'on a pris tout le monde en compte? Est-ce que tout le monde aujourd'hui, qui plus ou moins a joué un rôle au lendemain de 87, est pris en compte? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'orienter Non, bon, ce que moi je vous ai dit, j'ai dit on ne peut pas dire, parce que si on dit un certain nombre de choses, c'est comme si on voulait attirer des gens devant le tribunal. Mais il y a eu le Front populaire, et le Front populaire a fait des discours, des proclamations. Il y a ces gens-là qui ont fait ces proclamations qui sont là, et qui ne sont pas dans le box des accusés, tout ça. Bon, donc il y a un certain nombre de choses, effectivement. D'accord, voilà. D'accord, non, en fait, je veux juste relever en fait le lien que moi j'en fais avec la réconciliation. On va arriver, je veux qu'on termine avec la question. Non, mais c'est par rapport. Et puis on va parler de ça. Je pose la question à Maître. Maître, on dit souvent qu'il y a 3 formes de complicité. Et la complicité où on fournit les moyens, il y a la complicité passive, et la complicité intellectuelle aussi, on le dit. C'est-à-dire qu'on a profité d'une certaine façon du crime à un moment donné. Est-ce que si on prend tous ces aspects-là, est-ce que tous les complices sont là? Non. Vous savez, dans un état de droit, on ne peut pas tenir compte de la complicité intellectuelle. Parce que ça va nous ramener, n'est-ce pas, à la dictature d'Enver Hoxha, en Albanie, où, selon la façon dont vous chantez l'hymne national, vous pouvez être condamné. Donc, c'est immatériel. Or, en matière pénale, on a besoin de matériel. Il y a l'élément intentionnel et il y a l'élément matériel pour constituer un délit ou un crime. Alors, donc, vous disiez déjà quoi? Je parlais de la complicité intellectuelle, d'autant plus que nous sommes dans un procès aujourd'hui où, par exemple, si Maître, aujourd'hui, on sait que ce procès est conduit dans le cadre, bien sûr, d'un régime qui est en place. Oui. Dans ce régime, il y a des personnes, par exemple, au lendemain de 87, ont été donc... Oui, on peut tenir compte de deux formes de complicité. La complicité active, parce que, tout simplement, on a aidé, on a contribué, en cachant des armes, en fournissant des armes, etc., ou bien en indiquant le chemin, et la complicité passive, parce qu'on a refusé de faire, parce que ça allait nous profiter. Est-ce que vous avez vu? Ça, par exemple, sans trop m'engager, ce serait par exemple le cas de l'ancien chancelier des ordres nationaux, qui est décédé là, le colonel Amadou Diarma, voilà, qui avait fermé les yeux pour permettre le passage, n'est-ce pas, du convoi de Blaise Compaoré qui allait venir pour le 4 août. Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est une complicité passive. Et comme vous le savez, n'est-ce pas, un procès correctionnel est toujours ouvert, ce n'est pas fermé. Pendant l'audience même, des gens peuvent être mis en cause. S'il se révèle, n'est-ce pas, à l'audience qu'il y avait des ramifications, des trucs comme ça, éventuellement même, le procès peut être suspendu pour citer des personnes, n'est-ce pas, dont, comment je vais dire là, dont l'action ou quoi se révèle dans le dossier. Vous avez vu. C'est le dossier qui conduit le juge. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes, quoi qu'on puisse dire, nous sommes dans un procès de droit normalement organisé. Donc, il y a des avocats de toutes les parties. Donc, des avocats peuvent demander la mise en cause de certaines personnes qui se révèleraient avoir joué un rôle dans le dossier et qui n'ont pas été cités. D'accord. Voilà, donc c'est là ça le rôle aussi des avocats, des parties civiles, de la défense et puis du ministère public. D'accord. S'il se révèle qu'il y a des choses dans le dossier, le ministère public lui-même, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement lui-même, peut orienter les débats et les poursuites. Merci, Maître. Évariste Concebo, le lien, alors, procès Sankara, qui correspond au processus de réconciliation ou qui contribuerait
par la suite à la réconciliation possible? Sans être dans le secret de Dieu, effectivement, j'ai entendu justement la sortie du ministre. Bon, mais je dis, je n'ai pas eu tout le contenu, donc, mais depuis d'abord, ce que moi j'en sais, pour avoir quand même été, je ne sais pas moi, l'époque contemporaine de cette période, et avoir vu aussi des femmes, on a vu beaucoup de nos amis, des trucs se déchirer. Je vous dis, et je répète ici, ça n'engage peut-être que moi, que sans aussi la vérité et la justice, pour les victimes du CNR, il n'y aura certainement pas de réconciliation au Burkina Faso. Et que je dis que cette vérité, cette justice, parce que c'est devant Dieu qu'on ira la faire. Non, moi, quand on regarde ce procès, on a l'impression que c'est le procès de Blaise Compaoré qu'on est en train de faire. Or, apparemment, quand on regarde toutes les ramifications, c'est le procès de tout un système, le CNR et tout. Parce que quand vous regardez ceux qui interviennent, c'est tous des membres du CNR. Ceux qui sont à charge contre Blaise Compaoré, ceux qui sont à décharge, c'est tous des militants, c'est tous des membres du CNR à un niveau très élevé. Donc j'ai écouté le colonel Diallo, je l'ai écouté sur France 24 ou RFI, mais ce qu'il dit, c'est quand même assez difficile. Il a une pièce maîtresse de grande valeur et il dit, bon, dans les perquisitions chez moi, j'ai perdu la pièce. Bon, donc du coup, pour un colonel de sa trempe, qui a un dossier comme ça, qui a la bombe atomique entre les mains et qui perd ça dans les perquisitions, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous dit tout simplement qu'il y a un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ça pourra, au terme de ce procès, la vérité judiciaire qui sera dite, est-ce que par là, la réconciliation est possible? La question, c'est là. Bon, non, ça, je ne sais pas si la réconciliation va avoir lieu, mais tel que c'est engagé, ça ne me donne pas l'impression qu'on est en train de faire un procès pour trouver les voies et moyens pour aller vers la réconciliation, mais ça donne l'impression qu'on va vers justement la condamnation d'un certain nombre de choses et ça pourrait servir au bonheur d'un certain nombre de gens et puis c'est tout. Bon, mais enfin, comme le procès n'est pas terminé, on verra. Parce qu'après tout, le président du Faso a encore entre ses mains des mécanismes pour essayer de voir comment ramener. Dans tous les cas, c'est l'objectif recherché. Et à la fin du procès, les Burkinabés aillent à la réconciliation. Et c'est ce que tout le monde attend. Possible réconciliation après le procès? Non, évidemment. Je pense que si le ministre de la Réconciliation lui-même dit ils ont un canevas, ils ont leur agenda qu'ils sont en train de dérouler, l'idée est simple. L'idée est simple. Je termine mon idée. C'est juste d'évacuer un certain nombre de dossiers. Thomas Sankara, Dao Boukari, Norbert Zongo. On va amnistier et gracier les gens, on remet les compteurs à zéro et puis les gens reprennent leur vie. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas autre chose. Non, je crois que le forum sur la réconciliation c'est prévu en 2022. Il n'y a pas autre schéma, il n'y a pas à tourner autour. D'accord. Ce sont ces questions-là, on remet les compteurs à zéro après avoir évacué un certain nombre de dossiers qui tiennent quand même, qui sont de lourds contentieux dans l'histoire du pays. Parce que est-ce qu'il faut les évacuer à l'emporte-pièce aussi? La façon de les évacuer aussi ne pourrait pas créer d'autres problèmes qui compliqueraient davantage. C'est parce que les gens sont coincés. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de Hyacinthe Kamfando et de Blaise Compaoré. Parce qu'il faut rappeler qu'ils sont sous le coup de mandat d'arrêt. S'il y avait la volonté, on a eu des cas de mandat d'arrêt où on a exécuté dans le dossier du putsch manqué. Mais je veux juste faire comprendre, si les gens avaient la possibilité, ce dossier peut-être il n'allait pas être jugé. C'est parce qu'ils sont coincés, ils sont obligés. On est obligé de faire de cette façon, évacuer rapidement, et puis on va remettre les compteurs. Non, je voulais ajouter quelque chose à ce que Oulou a dit. Il a dit quelque chose de très important. Moi, je dois m'exprimer. Mettez en belle juste une minute. Vous avez 30 secondes pour... Oulou a dit quelque chose de très important. Après les procès, il va y avoir des amnisties qui vont partir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les parents qui sont là. Est-ce que ces parents des victimes là vont accepter ça? Est-ce que... Donc, je ne crois pas que ça soit... Je crois que c'est ce chemin. Par exemple, quand vous prenez la veuve Sankara, tout ce qui a été organisé comme amnistie, réconciliation sous Blaise Compaoré, elle a toujours posé comme condition la question du procès. Et elle a toujours... Mais les autres veuves, elles ont le droit de parler. Merci. Il y a toute la liberté. Les gens sont libres de pouvoir s'exprimer. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Après le procès, quel que soit le verdict, on pourrait aller à la réconciliation? Non, M. Lukman. 30 secondes, parce qu'on est vraiment... pas 30 secondes. On est au premier sujet, maître. On a jusqu'à 4 sujets. Chacun a parlé plusieurs fois. Oui, mais ici, la question est précise. Est-ce qu'on pourra aller à la réconciliation si le dossier est jugé? Monsieur Lukman, il faut d'abord savoir que les institutions judiciaires sont là pour la réconciliation. C'est ça l'objectif des tribunaux. D'accord. Parce qu'avant, dans les sociétés, il y avait ce qu'on appelait la vengeance privée.
Donc chacun, vous connaissez la théorie eux pour eux, ça créait le chaos. On est arrivé à la justice privée et maintenant à la justice publique. Donc les procès sont là, les tribunaux ont été organisés pour réconcilier les gens. Voilà, les gens des différents. Oui, mais on est d'accord avec ça. Maintenant, le procès qui est là aujourd'hui, à partir de là, vous savez que ce procès-là... Le procès tel qu'il est engagé, il y a des débats autour... Donc, à partir de là, vous savez que le procès peut être un élément de réconciliation. C'est le but des juridictions. Et moi, je vous ai dit ici, n'est-ce pas, quand on parlait du cas des... C'est rigolo, quand on parlait du cas des Djendélé, tout ça, là, ils sont toujours en prison. Il n'y a même pas longtemps, on m'en a parlé. Moi, je dis, mais j'ai dit ici plusieurs fois, leur erreur, c'est d'avoir fait appel. D'accord. S'ils n'avaient pas fait appel, merci, peut-être que le chef de l'État serait gracié. Merci. Et si le procès Thomas Sankara a un dénouement, à partir de là, le politique peut intervenir. D'accord. Mais le politique ne peut pas intervenir tant qu'un dossier est pendant en justice. D'accord. Merci. On continue pour parler de notre second sujet qui concerne le ministère de la Défense. Un nouveau ministre a été donc nommé. On va dire que le ministre délégué est passé ministre plein maintenant. Le chef de l'État qui était donc ministre de la Défense a dû laisser le poste au profit de son ministre délégué, le général Saint-Paul. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que ce réaménagement technique est dû à la difficulté du portefeuille pour le président, ou est-ce que c'était véritablement aussi dans la suite du procès donc, du dossier Thomas Sankara, étant ministre de la Défense, premier patron du tribunal militaire, est-ce que tout ça a dû jouer sur le choix? Évariste Conceau. Franchement, je ne sais pas comment répondre à votre question, mais c'est de savoir quoi, les changements. Oui, est-ce que le président qui avait le portefeuille, en deux mois, a compris qu'il ne pouvait pas gérer le ministère lui-même, et donc il a cédé, ou est-ce que le président ne pouvait pas garder ce portefeuille parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup de risques, et c'est que même après son mandat, c'est un portefeuille à risque qui peut le contraindre à devoir rendre compte. Donc, pourquoi est-ce qu'il va s'en battre? D'autant plus qu'il y a toute une organisation pour gérer les questions de défense. Maintenant, moi, j'ai suivi ça, mais j'avoue que pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, j'étais allé dans la lancée de voir un peu la réorganisation qui avait été annoncée suite donc à l'hécatombe que nous avons survécu. Maintenant, si c'est une inflation de généraux qu'on veut, ok, d'accord. Est-ce que c'est pas... Pour certains, le président, c'est une patate chaude que le président a refilée donc, au général Saint-Paul. Sinon, en temps normal, il n'aurait pas dû prendre le portefeuille s'il fallait... Il n'était pas général, il était colonel-major. Et du fait de la nouvelle situation, il était promu général. Et il a été donc Premier ministre. Maintenant, je dis, si c'est ça qui va améliorer la situation, nous, les Burkinabés, ce que nous souhaitons, c'est des résultats qui améliorent la situation sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut en sorte que nous puissions nous déplacer sans avoir de peur, que nous puissions vraiment être sécurisés. C'est ça la question centrale. Maintenant, si c'est réaménagement, mais notez que même on en a eu depuis 2015. Comme, on a eu quand même des réaménagements. Moi, je dis que c'est pas un problème forcément d'homme, c'est peut-être un problème de système. Tant qu'on n'arrivera pas à faire un diagnostic du système et à poser les vraies questions, on va toujours tourner en rond. Atiana, de quel côté on penche? Est-ce que le président a rencontré ce qui est difficile, donc il a dû ou est-ce que le président, par rapport au dossier Sankara, parce qu'il a été dit que c'est la justice militaire, on le sait, et le ministre de la Défense et le patron donc, de la justice militaire, est-ce que ça aussi, ça pourrait expliquer qu'il va se mettre un peu à... Non, je crois que là, vous faites un raccourci. Le patron je ne fais pas de raccourci, je pose une question. Mais le patron de la justice militaire, c'est le directeur de la justice militaire. Oui, c'est vrai que dans l'organigramme, c'est... Voilà. Il est nommé par qui? Non, il est un chef d'état-major comme tous les autres. Oui, mais ce que je... La Défense, quand même, est le patron de la justice militaire. Ce que je veux faire comprendre... Non, parce qu'il y a eu... Le patron de l'armée. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une réforme, en fait, au niveau de la justice militaire. Et par exemple, on évoquait tout à l'heure le dossier Sankara, où lors de poursuites, avant, pour les dossiers au tribunal militaire devrait être signé par le ministre de la Défense. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le procureur militaire est apte, il peut poursuivre les gens tant qu'il veut, s'il estime qu'il y a quelque chose. Mais juste pour revenir à votre question par rapport au pourquoi, parce que c'est l'objet, c'est le pourquoi. Bon, on n'est pas dans les secrets de Dieu et je ne suis pas dans la tête de Rocco. On ne peut que émettre des hypothèses. Bien sûr. Voilà. Moi, je crois que c'est peut-être pour contenter une partie de l'opinion. Et
et même au niveau de la classe politique, vous avez des acteurs comme le chef de file de l'opposition, en tant que président du CDP, qui réclamait à haute voix qu'on nomme un militaire à la défense. Je pense que ça peut être pour contenter peut-être une partie de l'opinion où les gens estimaient qu'il faut mettre un militaire. Contrairement à son engagement au premier mandat, pour dire qu'il ne va pas nommer un militaire au gouvernement. Je crois que ça peut être une des raisons. L'autre élément aussi, c'est peut-être une façon de laisser les coups de franche au général Saint-Pouré, parce que à l'analyse, quand je regarde depuis lui-même qu'il a pris le portefeuille en 2016, après dans les mains de Jean-Claude Bouda, par la suite Chérif Sy, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore, ou du moins j'ai l'impression que c'est le Premier ministre qui a vraiment le coup de franche pour opérer ses choix, en désignant, en proposant, par exemple, le chef d'état-major général des armées et d'autres chefs militaires. J'ai l'impression que c'est celui qui a le plus de liberté. Est-ce que c'est au regard peut-être du contexte national, au regard un peu aussi de ce qui se passe dans les casernes pour contenter une partie de la troupe, parce qu'il y a quand même un mécontentement par rapport à un certain nombre de choses. Est-ce que c'est au regard aussi de ce qui se passe aussi dans la sous-région avec les événements au Mali et en Guinée? J'en sais rien, ce sont des hypothèses. Mais je veux tout simplement dire que à partir du moment où il a nommé le général Saint-Pouré comme ministre, je crois qu'il devrait être coincé pour pouvoir le faire, sinon qu'il avait tout mieux. Autrement, je pense qu'il ne va pas se dédier de cette façon après avoir pris un engagement de cette ampleur où il a dit publiquement qu'il nommerait pas un militaire au gouvernement. S'il l'a fait, je crois qu'il s'est dédié et qu'il n'avait pas le choix, certainement. Et que c'est peut-être une façon de laisser le général Saint-Pouré gérer l'affaire et on aura les résultats peut-être sur le terrain. Mais n'empêche que je pense que c'est, à quelque part, on sort un peu d'une certaine volonté aussi de dépolitiser l'armée. Et je pense que, parce que souvent quand on parle de la dépolitisation, ce n'est pas le fait forcément d'avoir des militants et des militaires qui sont militants de partis politiques, mais c'est aussi cette situation de nommer des militaires à des postes civils, parce que la politique rentre par ces genres de situations, tout simplement. Là, on est dans la défense, on est en guerre. Mais bon, puis en guerre, est-ce qu'on peut parler de ces considérations? Mais celle-là, ça me fait sourire, parce que c'est justement ça. Il faut sortir du corporatisme. En quoi? Parce que c'est un militaire, forcément, ça change les choses. Et là, on veut que les choses soient contraires. Officiellement, on dit, et du reste, le discours du chef d'état-major général, il a dit, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas la seule affaire des militaires, encore moins l'apanage des forces de défense et de sécurité. C'est toute la population, c'est tous les compartiments de la société qui doivent contribuer. Donc, si vous faites comprendre aux gens que ce n'est pas, l'option militaire n'est pas la seule pour lutter contre le terrorisme, et vous nommez un militaire, finalement, vous dites que les choses sont contraires. Le président a nommé 2 civils, on a vu le résultat, non? Oui, mais après 2 civils, oui, est-ce qu'il ne fallait pas essayer aussi les militaires? Mais c'est ce que je veux faire comprendre. C'est ce que je veux faire comprendre. Là aussi, un portefeuille ministériel, c'est un poste politique. On ne regarde pas la profession. Et moi, je suis d'accord. Quand les gens raisonnent, je suis étonné quand même qu'on dise que comme c'est le ministère de la Défense, il faut mettre un militaire. En quoi un militaire, ministre de la Défense, ça change véritablement? Oui, à partir du moment où on vient décliner un aspect... On va laisser de côté les considérations d'ordre un peu peut-être philosophique. Non, c'est pas philosophique. Est-ce que le président du Faso, en nommant 2 ministres civils, lui-même civil, donc 2 fois lui-même civil et 2 ministres civils, quel est le résultat? Est-ce qu'aujourd'hui, le président ne fait pas bien donc de se dédier et de penser que les militaires pourraient mieux faire l'affaire? Bon, je suis désolé, mais moi, je ne fais pas cette catégorisation de la société. Les civils d'un côté, les militaires, je ne fais pas ce raisonnement-là. Parce que si on veut rentrer dans ces schémas-là, on ne s'en sortira pas. La société, elle est globale. On doit tenir compte d'une vision globale et mettre en branle en fait un certain nombre de choses pour pouvoir nous permettre de nous en sortir. Parce que si on est passé à cette situation, c'est-à-dire qu'à quelque part, le problème est ailleurs. Ce n'est pas une question de changement d'homme et de ceci, cela. Il n'y a pas de fixation sur les militaires pour dire, comme on est ministre de la Défense ou bien ceci, cela, ça va changer fondamentalement à quelque chose. Les distinctions sont très importantes en République. Voyez-vous, parce que vous avez parlé de dépolitiser ou de politiser l'armée. Maintenant, mais je trouve que, en fait, ce que vous avez dit là que je ne comprends pas, le fait de nommer à la tête de la défense nationale un militaire, ça c'est une façon de politiser, parce que la fonction de ministre est éminemment politique. Mais c'est ce que j'ai dit. On doit séparer. On doit séparer. Donc vous dites que vous n'êtes pas pour qu'on ne sait pas. On doit séparer pour que les choses soient bien faites et que chacun soit très bien gardé. Mais quand on nomme des civils et que ça ne marche pas. Mais quel civil? C'est là. Non. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette. Le ministère de la Défense, les directions sont des directions militaires. Excusez-moi. C'est les critères pour désigner un civil ministre, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui les a. Ce n'est pas un concours. Donc vous ne pouvez pas, parce qu'on a désigné 2 personnes qui ont échoué, venir dire, mais ça c'est tous les civils. Ça, je le refuse. Je
C'est pas accepté. Mais Évariste Konsebo, quand on prend le ministère de la Défense, on prend tout le département, toutes les directions, les services, ce sont des militaires. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un militaire qui met tout ça en branle parce que c'est eux qui détiennent les armes et ils ne doivent pas décider de quand les utiliser. C'est un autre pouvoir qui doit leur dire quand est-ce qu'ils doivent utiliser. En fait, il y a des séparations qui doivent pas souffrir. Parce que sinon, si vous ne séparez pas, on rentre dans des confusions, des cacophonies. C'est ce qui amène parfois des situations très désastreuses. Voilà. Ali ? Bon, écoutez, c'est une question assez difficile pour notre pays et notamment pour le président. C'est vrai qu'il a dit qu'il ne nommerait pas un militaire dans son gouvernement parce que c'était l'ère du temps, on voulait mettre les militaires dans les casernes et tout cela. Mais on dit aussi en politique que seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà. Donc il a essayé des civils qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Il essaie enfin un militaire, il espère qu'avec ce militaire, enfin, on va trouver. Mais ce que moi je vois dans cela, je reviens sur le discours au lendemain de la prise du pouvoir, où par rapport aux questions sécuritaires, on a dit non, nous n'allons pas discuter, nous allons opter pour le feu, nous n'allons pas, et si c'est cela. Bon, on se rend compte que le feu n'a pas donné un certain nombre de choses. On revient. Donc, les gens sont toujours à la recherche d'une position par rapport à la question sécuritaire dans notre pays. En nommant le général Semporé, on espère qu'il va pouvoir mettre, les militaires dans un certain nombre de dispositions pour faire face à la situation. Mais je reviens en arrière pour parler comme maître de Tambela. Moi, j'ai dit sur ce plateau ici, dès qu'on a tiré sur Cappuccino, j'ai dit nous étions en guerre. Et j'ai dit, pour prendre le pouvoir des maîtres de Blaise Compaoré, on a tout fait, on a tout détruit et même on a tout fait contre le pays. On a détruit l'armée, on a tout fait. Donc l'armée elle-même est en reconstruction par rapport à cette situation. Donc c'est assez difficile. On a dit il faut que les populations viennent. Mais quand on dit qu'il faut que les populations viennent, la guerre, ce n'est pas seulement les militaires. Donc on fait appel aussi à un certain nombre de formes de choses, de la diplomatie et de tout ça. Alors qu'on nous a dit que la diplomatie fait par Blaise Compaoré. Donc aujourd'hui, on revient sur... Aujourd'hui, on a des militaires, des officiers qui sont en même temps des officiers qui ont étudié les relations internationales, qui ont étudié beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas des aspects militaires seulement. Donc est-ce qu'aujourd'hui, le militaire, il est typiquement le militaire Non, mais monsieur Loukman, quand un militaire va à l'école de guerre, on sait très bien que c'est de la politique qu'il va faire. Les relations internationales et tout, les militaires le savent. Ce sont les gens les mieux renseignés. Ils ont beaucoup de moyens pour savoir ce qui se passe. Mais est-ce que quand ils reviennent, la structuration... Ils font sciences politiques aussi. Ils font sciences politiques aussi, j'en connais. Voilà. Et même ici, dans le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, il y a des civils qui ont monté, qui ont affirmé sur tous les plateaux qu'ils étaient des spécialistes de sécurité. On les a nommés ministres de la sécurité. On attend de voir. Donc, on est dans une situation difficile. Merci, et le président se cherche et il essaie les gens, tous ceux qui lèvent la tête, il essaie. Merci. En espérant trouver sur ce sujet. Est-ce que le président a laissé le portefeuille au général Semporé? C'est dans une logique des choses. Bon, permettez-moi d'abord de vous dire une chose. La France avait des troupes en Afghanistan. La France a des troupes au Sahel. Donc la France est en état de conflit aussi. Bien sûr. Mais le ministre de la Défense en France, c'est non seulement une femme, mais elle n'est pas militaire. Civile. Donc, pourtant, elle tient bien la baraque. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une question de civil ou de militaire. Oui, mais il faut chercher les compétences là où elles sont. On l'a posé. Au sein de l'armée française. Quand on commence avec des civils, le président a nommé des civils, non? Non, mais si le résultat n'est pas bon... Non, ce n'est pas que le résultat n'est pas bon. Ça dépend de qui on a choisi. Est-ce qu'il est venu me choisir? Est-ce qu'il est venu me choisir? Moi, je peux vous dire que je ne suis pas militaire, mais je peux mener la lutte contre le terrorisme mieux que les militaires qu'on a placés là-bas. Est-ce qu'il est venu me choisir? Voilà. Je vous ai pris un exemple de la France, qui a des troupes à l'étranger, qui combattent, et dont le ministère est dirigé par une femme, et qui n'est pas militaire, et ça tient bon. Donc, ce n'est pas une question de civil ou de militaire, ça dépend des critères de choix. Il y a aussi, la France doit avoir des ambassadeurs aussi qui sont militaires, des généraux ambassadeurs, mais ça aussi, ça fait partie. Non, n'importe qui peut être ambassadeur. En fonction de ses stratégies, ses intérêts. C'est le président de la République qui choisit. C'est la raison pour laquelle l'un des grands moments dans un pays, c'est le choix du président. Si vous choisissez mal votre président, tant pis pour vous. Voilà. Parce que c'est lui le pivot. Tout le gouvernement, etc., émane de lui. Tout émane de lui. Les ambassadeurs ne sont que des représentants du chef de l'État. Donc, le moment de rencontre d'un pays, c'est le moment du choix du président. Donc, si vous le choisissez mal, tant pis pour vous.
Permettez-moi de vous dire une chose. Non, tout le monde a parlé plusieurs fois. Maître, en une Moi, je suis seconde. d'accord. Non, là, je ne suis pas Maître, d'accord. en une seconde, Non, et puis on va continuer. Là, je ne suis pas d'accord. D'abord, il faut dire une chose. C'est faire injure à Roch que de croire qu'il a nommé un ministre de la Défense à cause du procès Thomas Sankara. Non, mais personne ne l'a dit. Parce que... C'est une question qu'on a posée. Oui, est-ce que le président parce qu'il étant le ministre de la savait. Défense, est-ce En que ça formant générait, en formant le gouvernement, il savait qu'il y avait le procès Thomas Sankara en vue. Bien sûr. Et il savait tout ça. Là. Donc, moi, ce n'est pas limité à cela. Permettez-moi de vous dire une chose. Hein. Quand Lemzana a pris le pouvoir en 1966, il était président de la République, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Donc, ici, là, quelle était la stratégie du ROC? En nommant ministre délégué à la présidence, le colonel-major Saint-Paulé, c'était quoi? C'était pour lui imprimer ce qu'il entend voir faire au ministère de la Défense, pour un temps. Une fois qu'il a eu la certitude que maintenant, il sait réellement ce qu'il veut, il le détache et il le nomme ministre plein. C'est généralement comme ça que le rôle des ministres délégués à la présidence, délégués au premier ministère ou délégués auprès d'un autre ministre. Voilà. C'est pour lui imprimer la volonté, la direction que l'on veut donner dans tel secteur de l'activité. Alors, donc, à cet allure, le président, il va être... Il était en stage, il va donc C'est comme faire ça. un stage à tous les ministres, dans tous les départements. Non, la sécurité, l'agriculture... Non, ça dépend l'économie. des départements sensibles et ça dépend de ce que tu veux. N'importe quel ministère, n'importe quel secteur, le président peut nommer un ministre délégué à la présidence en fonction de l'importance qu'il donne à ce secteur-là. Bon, on l'a pas vu, par exemple, pour le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité, Non, Maxime Koné a été nommé directement Écoutez, ministre de la Sécurité. peut-être qu'il a trouvé le personnage qu'il fallait à l'époque. Regardez par exemple, quand il y a eu le coup d'État du CNR, le 4 août 83, qu'est-ce qui s'est passé? Thomas Sankara était ministre de la Sécurité, avec Ernest Nongoma Ouedraogo, secrétaire d'État. C'est un an après qu'il a laissé le poste de sécurité là et qu'il a fait de Ernest Nongoma Ouedraogo un ministre plein. D'accord. Pourquoi? Parce que c'était un moment où la sécurité était assez importante. Il voulait être sûr que la personne qui va nommer là-bas a suffisamment une vision de ce qu'il entend imprimer à la sécurité. Donc, dans n'importe quel ministère, le chef de l'État, en fonction de l'intérêt qu'il accorde au secteur, peut nommer un ministre délégué pour lui imprimer sa marque et après, éventuellement, le détail. Merci, maître. Donc, Merci, maître. c'est une question, n'est-ce pas, de stratégie Merci. et de politique. Merci bien, maître. On va continuer de parler culture avec le FESPACO qui vient de s'ouvrir. La 27e édition du FESPACO s'est ouverte samedi ici à Ouagadougou. Un mot, culture, Ali? Bon, déjà, il faut saluer notre... C'est un FESPACO de Ouais, la c'est résilience. de la résilience. C'est pour ça qu'il faut saluer déjà notre pays qui, depuis un certain nombre de temps, connaît beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés sanitaires, des difficultés sécuritaires qui ne sont pas forcément liées à la gestion même du pays. Donc, si on arrive à tenir ces rendez-vous internationaux à bonne date, il faut saluer cela. Maintenant, il faut que ce soit la fête du cinéma et qu'on fasse du cinéma. Il ne faut pas que le FESPACO se transforme en autre chose que le cinéma. Il faut rendre aussi hommage aux pionniers, au général Lamizana, Madame Salambéré et un certain nombre de personnalités qui, à l'époque, avaient une vision, c'était déjà vraiment la perspective, et qu'en créant la semaine du cinéma africain qui a évolué au FESPACO, ce sont des gens qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas en faire une tribune politique de manière comme si c'était encore un autre procès encore dans le procès, et c'est ce qui est un peu regrettable. Alors, en disant ça, qu'est-ce qui est... Est-ce qu'il y a des faits pour le... Non, je dis ça parce que j'écoute un peu les médias, j'écoute les analyses, j'écoute les trucs. Je vois que quelquefois même le cinéma est relégué au second plan à autre chose. Ce que je dis, je ne suis pas contre le fait qu'on en parle de ça. Je ne dis pas non. On peut en parler, mais il ne faut pas qu'on oublie que le FESPACO, c'est d'abord et avant tout la fête du cinéma africain. C'est tout. Oulon, est-ce qu'aujourd'hui, le FESPACO, c'est aussi comme toujours voilà, le train-train de tous les temps, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de perspective. Est-ce qu'on pense que c'est bien? Bon, en tout cas, moi, j'ai cette impression que, bon, on fait tout pour juste organiser l'événement, après on passe à autre chose, quoi. Et on ne voit pas véritablement d'édition en édition depuis un certain nombre de temps. Un travail qui est fait rien que, par exemple, dans la ville de Ouagadougou par rapport aux salles de ciné. Chaque année, ou à chaque édition, j'ai l'impression qu'on reprend les mêmes problèmes. Problèmes de salles, problèmes de financement, problèmes de production, problèmes de distribution. On relâche, on passe le temps à reprendre les mêmes problèmes. Bon, je ne vois pas véritablement après, par exemple, après le 23 octobre,
Je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait dans l'intervalle entre 2 éditions pour que ça soit fait. Alors que le cinéma, c'est pas rien. C'est quand même, c'est aussi non seulement une source de richesse, mais c'est aussi une vitrine et un moyen de la diplomatie. Parce que quand vous prenez des pays comme les États-Unis, Hollywood aussi sert les intérêts des Américains. Quand on suit un peu un certain nombre de films où on fait l'apologie, on a utilisé le cinéma pour lutter contre le communisme, on a utilisé le cinéma comme pendant la guerre froide, la guerre en Irak. Bon, il faut que aussi on mette ça. C'est pas comme du divertissement. Et même le divertissement, comme Barack Obama l'a dit, que le divertissement fait partie de la diplomatie américaine. Il faut qu'on prenne conscience au-delà du rituel, que vraiment qu'on prenne ça au sérieux et qu'on ne soit pas dans des situations où on utilise par exemple des salles non appropriées pour des projections de films. Alors, mais justement, Oulon, quand on pense regarde, qu'on peut faire ce travail quand même. est-ce que l'industrie, par exemple, du cinéma n'est pas morte au Burkina, qu'il ne reste simplement que le folklore du film. Bon, je dirais quand pas... on regarde, est-ce qu'il n'y a pas des salles, par exemple, qui appartiennent au Burkina? L'État n'est plus... On est obligé d'aller voir avec... Ce sont les salles qui existent ici, des salles françaises et qui ne diffusent pas, sauf ce qu'elle aurait choisi elle-même, des films, par exemple, qui sont... Oui, c'est vraiment... Non, c'est l'autre problématique. Mais je ne dirais pas que l'industrie du cinéma, quand même, est morte. Je ne dirais pas. Parce que quantitativement, je crois que les techniciens disent qu'on a beaucoup de production. Mais maintenant, quel type de production et quelle qualité de production? Quelle consommation? Et pour quelle consommation? Je pense que ce sont ces préoccupations-là qu'il faut avoir à l'esprit. Et je dis, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Parce que c'est vraiment un élément important aussi pour un pays. Parce que ça sert de vitrine. Et aujourd'hui, pour certains, ceux qui voyagent, je crois qu'après un certain nombre de personnes comme les Thomas Sankara, Norbert Zongo, les gens se rappellent du FESPACO aussi, quand on dit Burkina Faso. Donc il faut qu'on aille au-delà du rituel pour quand même penser quelque chose sur le long terme et qu'on évite de donner l'impression qu'on se retrouve chaque année pour ressasser les mêmes problèmes dont on n'a pas apparemment ou... On n'a pas fait trouver des solutions. Ou bien peut-être qu'on a les solutions mais qui sont dans les tiroirs. Maître, le FESPACO? Oui. Il faut dire qu'Ali a cité un certain nombre de personnages qui ont contribué au rayonnement du FESPACO, mais il a oublié l'essentiel. Parce que le principal initiateur du FESPACO, c'est François Diobi Bassolé, qui était secrétaire général du ministère de l'Information. Et c'est lui qui a eu l'idée d'organiser une semaine du cinéma africain et qui a regroupé autour de lui un certain nombre de personnages. Et c'est cette semaine du cinéma africain-là qui allait petit à petit donner ce que nous connaissons actuellement là, comme étant le FESPACO. Mais on peut dire encore que c'est chaud, c'est le régime de la mise en œuvre, puisque c'est la nationalisation des salles. Tout est parti de la nationalisation des salles, n'est-ce pas, des cinémas, qui était une première en Afrique francophone. Voilà. Et donc, à partir de là que cette idée est venue, et voilà comment le FESPACO est né. Cela dit, n'est-ce pas, il faudrait dire que moi, je pense que les autorités politiques n'ont pas assez d'ambition par rapport au FESPACO. Nous ne sommes pas un pays pétrolier, on n'est pas un pays agricole très riche. Donc nous ne pouvons que nous axer sur un domaine inédit, et c'est la culture. Là, c'est la culture qui peut être un moteur de développement du Burkina Faso. Il y a déjà pas mal de choses, comme le CIAO, comme le Tour du Faso, comme les nuits atypiques du Koudgou, etc. Moi, je pense qu'on aurait pu faire du FESPACO un événement annuel, au lieu que ce soit tous les 2 ans. Quel que soit le coût, parce qu'il y a toujours un retour sur l'investissement. Tous ceux qui viennent, qui affluent, regardez par exemple le Festival de Cannes. Moi, j'ai travaillé au Festival de Cannes, comme membre du jury économique et œcuménique pendant des années. Regardez le Festival de Cannes, ce que ça entraîne comme monde et comme dépense au profit de la France. La Nostra de Venise, le Festival de Berlin, tout ça. Et à Hollywood chaque année. Donc moi, je pense que nos autorités politiques doivent avoir l'ambition de voir grand et de faire du FESPACO un événement annuel. Et ça va contribuer au rayonnement non seulement du Burkina Faso. Mais il faut aussi de l'argent. Est-ce que le Burkina a de l'argent pour organiser le FESPACO chaque année? Monsieur Lukman, c'est une question de volonté. On fait des choses ici qui sont moins que le FESPACO et on trouve de l'argent pour faire. On trouve 96 millions pour acheter un véhicule de fonction pour un ministre, sans compter les frais de fonctionnement et les frais de pièces détachées. Donc ça veut dire que si on le veut, on peut le trouver, on peut trouver de l'argent. Alors que si vous mettez, n'est-ce pas, 96 millions dans le FESPACO, vous faites un bon festival déjà. Alors, Évariste, c'est bon? Je n'ai pas la même lecture. Peut-être c'est sans doute dû à la déformation de ma profession. Parce que quand vous prenez des pays comme l'Inde, qui arrivent à avoir une industrie de cinéma, ça fonctionne comment? Ils ont un marché intérieur.
Donc, ça se finance, ça s'autofinance. Or que dans notre cas, il faut toujours faire des demandes d'assistance. Même les films ici, les grands réalisateurs, on parle d'Idriss et autres, comment ils ont monté les budgets de leurs films. C'est avec la coopération française et autres. Européenne. Alors, il n'y a pas de retour. Donc, moi, je veux bien que la volonté politique puisse suffire. Oui, mais Évariste Conseil, est-ce que c'est pas qu'en cherchant qu'on trouve? Est-ce que si le Burkina prend, l'État burkinabé reprend les choses en main et dit que c'est son option, c'est le cinéma, le FESPACO, etc. Est-ce que ça il faut d'abord arriver à trouver que c'est un potentiel, que le Burkina a un potentiel dans le cinéma. Moi, on ne m'a pas convaincu. Donc, c'est parce qu'on a, pendant des années, organisé des festivals, je ne sais pas moi, à bout de bras, soutenu financièrement par l'argent du contribuable et même par l'argent de la coopération, qu'on veut dire. Non, il faut un marché, c'est l'offre et la demande. Même quand on parlait Hollywood, je ne sais pas si le gouvernement américain injecte autant d'argent dedans, je ne sais pas. Non, il faut regarder froidement la situation. Moi, je suis d'accord. Il faut qu'on aille, justement, c'est l'idée des niches. Il faut aller là où nous avons un potentiel. Ça c'est clair. Mais maintenant, il faudra me convaincre que c'est... La culture, effectivement, n'a pas de prix. Tout le monde veut parler. Je pense que c'est la culture. Oui, une minute. On va donner 30 secondes à chacun. Je commence par Maître et puis Ali et puis... Par exemple, Concebo a bien fait de on parle rarement de culture. Oui, Concebo a bien fait de soulever le problème, n'est-ce pas, du financement. Mais je vais rappeler ici comment le CIAO est né. Le CIAO est né sur l'idée de Thomas Sankara. Et tout le monde disait que ce n'était pas réalisable, qu'il n'y aurait pas de financement, il n'y aurait rien. Sankara dit que ça peut se faire. Et il a tenu mordicus. Maintenant, actuellement, le CIAO, personne ne se pose la question sur l'effectivité de la structure. Mais sa rentabilité. Non, je pense que c'est rentable. Hein, parce que si vous voyez, par exemple, l'allocation des stands, moi-même, j'ai eu à discuter à plusieurs occasions avec... Je me balade là. Je discute avec ceux qui viennent, Guinée-Conakry, Taïwan, etc., qui me disent que vraiment, ils entrent dans leur fonds. Il y en a qui peuvent ne pas entrer dans leur fonds, la plupart entrent dans leur fonds. Et quand je leur demande chaque fois, est-ce que vous reviendrez au prochain? Ils disent, ah oui, que s'ils sont prévenus, ils reviendront. Ça veut dire qu'il y a une rentabilité. Merci. Je crois que c'est pas évident. Je crois que Oulon a dit quelque chose d'important. Il ne faut pas que le FESPACO se tienne chaque année et tous les 2 ans pour se tenir. Il faut qu'on ajoute quelque chose à cela. Il ne faut pas que le Burkina Faso soit, je l'ai dit, un comptoir où tous les 2 ans, les gens viennent faire la fête au gré du temps et tout, et puis ils repartent chez eux. Il faut lui donner aussi un contenu parce que la puissance des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas seulement son armée, c'est aussi sa culture, c'est son cinéma, c'est sa musique, c'est beaucoup de choses. Donc nous pouvons faire de notre cinéma quelque chose. Or, apparemment, les cinéastes burkinabés, en dépit de leurs compétences et tout, ils n'arrivent pas à sortir des films assez compétitifs. Quand on regarde le Nigeria qui est revenu avec Nollywood, bon, vous voyez, il y a toute une chaîne Nollywood où on regarde des films nigériens à longueur de journée, alors que chez nous... Alors, mais là, on parle de 2 choses à la fois. Il y a l'industrie de production cinématographique. Peut-être que le Burkina ne peut pas, mais organiser le festival, c'est la rencontre mais nous voulons cinéastes, avec des retombées sur l'économie, comment on appelle ça, toute la chaîne hôtelière, tout ça, les transports. Nous voulons que le FESPACO qui se tient tous les 2 ans dans notre pays, nous voulons que sur toute la chaîne, notre pays tire quand même quelque chose de substantiel en termes de production, en termes de vente, en termes de visite, en termes d'image, tout ça, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est pour cela que le FESPACO ne doit pas être considéré tous les 2 ans comme un lieu où on va boire la bière et manger des brochettes. D'accord, merci. Alors, oui, pour terminer. Le maire de Ouaga dit au festivalier de profiter de Ouagadougou et de ses merveilles. Alors, d'accord. Non, c'était juste... C'est pas faux, Ouagadougou a des merveilles. Non, c'était juste pour, par rapport à ce que Évariste était en train d'évoquer par rapport à l'aspect économique. Je crois qu'on a mentionné la question du financement. Parce que tout n'est pas une question de... Et comme il le dit, il est bien placé. Tout n'est pas question d'injecter du matériel ou des sous-forcements. Il faut créer l'arsenal ou bien l'environnement d'abord, le cadre. On a pris l'exemple de Hollywood. Il a dit oui, les Américains, l'État américain, oui, on ne met pas de l'argent, mais l'État américain a organisé un cadre, on a défiscalisé, il y a un certain nombre de taxes, de quoi qu'on a fait. Et même, je ne suivais pas longtemps en Angleterre, pour booster en fait le fait que la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, on fait de telle sorte que le système soit attractif
pour que des gens d'ailleurs... Il faut viennent. réfléchir. Voilà, il faut réfléchir C'est et dit que trouver le les Burkina, moyens. On peut faire du Burkina un terrain de tournage, un plateau de tournage. exemple, On avec défiscalise, des studios. on fait de telle sorte que des gens viennent parce que c'est attractif. Il faut attirer. Il y a moins D'accord. d'impôts. il y a- Et C'est ça. Boubacar Diallo a montré qu'on peut C'est faire des cette films pas chers. Ouais, d'accord. Voilà. Et la Donc tout preuve, n'est pas dans ce question. Et il y a milieu-là- même une dimension. Merci à vous. On va aller en Guinée pour parler de donc, cette mise en retraite anticipée ou disons d'office, anticipée d'office, de 42 généraux par la transition. Le colonel Mamadou Doumbia force un peu la main à son armée. Maître? Mais c'est tout à fait normal. Oui. Parce qu'il n'est pas le premier à l'inaugurer. Hein. Ici au Burkina Faso, c'est avec le Conseil de salut du peuple qu'on a commencé les mises à la retraite, n'est-ce pas, des officiers. Voilà. Et avec les choses là, Marc Garngo, et puis un autre. Et puis sous la Révolution, hein, on a accéléré le processus. Parce que, vous savez, les militaires sont des civils en armes. Donc, ce n'est pas la même chose. Là où les armes parlent, hein, la gestion est un peu différente. Et donc, des généraux, même si ce sont des généraux de salon, ils ont eu un certain nombre de gens sous leurs ordres. Et donc, qui peuvent leur rester fidèles. Et donc, et qui peuvent, à un moment ou à un autre, réagir dans un sens ou dans un autre. Donc, quand vous prenez les rênes du pouvoir militairement, comme a fait Doumbouya, et que vous voulez imprimer une marque qui n'est pas du conservatisme, mais qui peut entraîner une certaine innovation, et les freins, les blocages peuvent venir de la part de l'armée. Et la façon d'agir de l'armée, tout le monde le sait, c'est... Alors, mais donc si on regarde bien, maître, si on regarde bien, voici une transition, voici un colonel donc, qui pense que pour faire mieux son affaire, qui fait un coup d'État lui-même, qui pour faire mieux son affaire, qui décapite l'armée, et on appelle ça du progressisme. Est-ce que concrètement, c'est ce que la transition devait faire en Guinée? Est-ce que c'est le pouvoir de Doumbia uniquement qui est l'intérêt, ou est-ce qu'il fallait trouver d'autres moyens pour faire une transition qui profite à tous les Guinéens? Vous savez, le chef de l'État est le chef des armées. Et généralement, on ne nomme pas général n'importe qui. Les généraux qu'on nomme, ce sont des généraux affiliés au système. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est le chef de l'État qui nomme les généraux. Il y a toujours une liste. Merci de Il y a toujours une liste d'officiers à promouvoir, en attente. Et le chef d'État choisit parmi cette liste-là ceux qu'il veut nommer général. On ne nomme pas n'importe qui. Donc, quand un chef d'État nomme quelqu'un général, c'est nécessairement quelqu'un de sa mouvance en qui il pense avoir confiance. Est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas quels sont ceux qui ont nommé ces 42 généraux-là, mais sans doute que certains ont été nommés par Alpha Condé. Et n'oubliez pas qu'un pays comme la Guinée, avec 42 généraux, c'est trop. Alors que ce n'était même pas, c'est pas l'ensemble des généraux, sans doute qu'il y en a toujours. Un pays comme la Guinée, 42 généraux, c'est trop. Au Burkina Faso, nous avons combien de généraux? Et l'inflation n'a commencé à venir que sous Roch-Marc Christian Kaboré. Sous Blaise Compaoré, on a fonctionné pendant longtemps sans général. Parce que, en principe, n'est-ce pas, un général, ça correspond, n'est-ce pas, à une fonction dans l'armée. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Donc, ici, là, par exemple, un général de division, sans division. Ça veut dire que c'est à but économique qu'il a fait ou à but de conservation de pouvoir? Ça peut être à but économique et à but de transformation. Pas nécessairement de conservation, mais de transformation du système. D'accord. Merci. Or, ces généraux-là peuvent être un obstacle dans la politique de transformation qu'il veut imprimer à son régime. D'accord. Oulon? Bon, je crois que les Guinéens sont toujours dans l'état d'exception, donc c'est l'homme fort qui décide. Mais tel que je vois pour les généraux, je crois que c'est des généraux de seconde section. Selon les pays, c'est souvent des gens à partir de 65 ans ou 70 ans. Et il semble que dans le cas de la Guinée, sur la quarantaine de généraux, il y a certains qui sont là-bas depuis qu'ils ne partent pas à la retraite. Parce que même quand on est de la seconde section, je crois qu'il y a un temps bien déterminé. Donc, ça participe aussi à faire peut-être une purge. À l'assainissement. À l'assainissement, à quelque part. Mais bon, comme on est dans un état d'abstention, sinon il faut craindre. Je ne sais pas dans quel cas ça s'inscrit. Parce qu'on se lève du jour au lendemain, comme ça, on met un certain nombre de personnes à la retraite anticipée. Ça s'inscrit dans quel cadre? C'est à partir de quel diagnostic qu'on fait ce travail? Ça manque de vision, je veux dire. Ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une politique bien donnée. Est-ce qu'on a fait la situation des forces armées guinéennes pour décider qu'il faut faire ça, il faut faire ça? Si c'est selon les humains de l'homme fort, je crois qu'il faut craindre. Ça peut tomber, on tombe un peu dans le populisme et je ne pense pas que c'est de cette façon peut-être qu'on va poser les bases. On a vu par exemple que Sekouba, le général Sekouba, qui avait dirigé la transition après Dadis Camara, fait partie aussi
Oui, il n'y a pas de fixation sur lui. S'il remplit les critères selon Doumbouya, il va le mettre à la retraite anticipée. Il n'y a pas de fixation. Ce n'est pas parce qu'il a dirigé une transition qu'on va le laisser. D'accord. Donc, je pense que... Moi, c'est ce que je dis. Est-ce que ça s'inscrit dans le cadre d'une politique bien donnée? Est-ce que ça participe à la réforme des forces armées guinéennes? Merci. Évariste, rapidement, et puis Ali conclut. J'ose espérer que chez nous, en 84, quand on a mis aussi à décapiter l'armée, ça répondait aussi enfin, c'est entré dans le cadre d'une politique, bien sûr, assortie d'un diagnostic, mais toujours est-il que, pour moi, en fait, c'était une erreur, parce que je pense que tous nos problèmes qu'on a eus, parce qu'on ne vient pas comme ça décapiter toute une armée, et puis ensuite, ne rien faire de mieux. Surtout, ça s'est dégradé, et voilà, maintenant, là où nous en sommes. Non, pour ce qui se passe en Guinée, non, c'est pour renforcer son pouvoir. Vous voulez que ce soit quoi d'autre? C'est pour renforcer son pouvoir. Il y a des risques à ça Bien sûr. Maître l'a bien expliqué, ils ont des influences, ils ont quand même commandé des hommes, ils ont des influences. Mais maintenant, là où moi je suis content en tant que civil, c'est parce que tous ces généraux, je suppose qu'ils ont accompagné M. Alpha dans sa folie meurtrière de se maintenir au pouvoir. Donc déjà, on les met à la disposition. C'est plus facile pour eux d'aller répondre à la justice. Mais le colonel Doumbia a également aussi accompagné Alpha Condé dans sa folie. Oui, mais en attendant, c'est lui l'homme fort. En attendant, c'est lui l'homme fort. C'est lui qui décide. Donc celui qui est fort, il juge les autres. Voilà, c'est comme ça. Et lui, il est blanc. Oui, bon, ça c'était prévisible avec le nombre, avec les petites informations que j'ai de la Guinée, et puis un peu comme à la nomenclature de l'armée guinéenne et tout ça, les hommes qui sont là-bas depuis. Bon, c'est comme une armée, bon, un peu... Bon, voilà. Donc le colonel Doumbia arrive, il veut mettre un peu de sang neuf dans son armée, donc il va se défaire d'un certain nombre de généraux. Mais évidemment, c'est un être humain, il a la tête avec une transition où on n'a pas encore défini les contours, la durée et tout. Donc il va essayer de se défaire d'un certain nombre de gens qui pourraient être gênants. Bon, on espère tout simplement un besoin de sécurité politique. Oui, ça peut être un besoin de sécurité pour lui-même, ça peut être un besoin de sécurité pour son pays. Bon, mais attendons de voir, on espère tout simplement que ces purges ou bien ces mises à la retraite pourront profiter à l'armée guinéenne, au peuple guinéen et à l'ensemble de société. Merci Ali. On prend notre premier téléspectateur. Nous ouvrons donc la page des échanges. Monsieur Ouedraogo, Adama appelle de Ouagadougou. Vous voulez parler de quoi? Du procès Sankara ou du changement du ministre de la Défense? Monsieur Ouedraogo. Il y a quelqu'un qui parle de ça? Non, allez-y, c'est à vous la parole. Alors moi, c'est Oumar Touré, ce n'est pas Ouedraogo. Et je voulais parler effectivement le procès Thomas Sankara. Et mon point de vue là-dessus, c'est par rapport justement au refus de l'accès du peuple, de la rediffusion, etc. Et de la diffusion, je veux dire, la retransmission en direct. Au lieu que ce soit de cela que vous parlez, je vous vois parler d'autre chose. Ce qui fait que j'ai des feedbacks pour chacun des 4 participants au plateau. Pour celle où l'on d'abord. Monsieur Touré. C'est pas la philosophie, Monsieur Touré, Monsieur Touré. Politique. Monsieur Touré. Eh bien, il a oublié d'ajouter que ce n'est pas le journalisme. Monsieur Touré. Être militaire. Monsieur Touré. Monsieur Touré. On a des principes ici. Quand vous appelez, vous donnez votre intervention. N'interpellez pas mes invités. Ce sont mes invités à moi. C'est à moi de leur poser des questions sur ce plateau. Je crois qu'on a déjà dit ça, cela. Il faut qu'on s'en tienne à ça. C'est le principe de l'émission. Voilà. Mais interpeller mes chroniqueurs là, ça ne fait pas partie de nos règles ici. Merci à vous. La vérité appartient à Dieu. Ce n'est pas pour les humains. Il n'y a qu'une espèce de justice, de vérité, de justice. Non. La vérité ne signifie rien pour Dieu, il n'en a pas besoin. Dieu se suffit à lui-même, mais il y a une conception de la vérité divine que les religieux entretiennent. Et elle veut cette vérité-là dogmatique. Alors que nous, les hommes, nous voulons une vérité qui n'est pas dogmatique. Parce que comme disent les philosophes, toute vérité devient fausse à partir du moment où l'on s'en contente. Pour dire que la vérité, de manière dialectique, s'adapte à la réalité. C'est à la réalité qu'il faut prendre la vérité. Et cette vérité, elle se construit. Et il y a des méthodes. C'est la contradiction dialectique. Le débat que vous menez, c'est pour faire jaillir la vérité. C'est pour qu'on ne doit pas imposer un point de vue. Et si on est d'accord avec ça, eh bien, on doit faire cette vérité dans le débat contradictoire. Il n'y a pas de raison que l'on en exclue le peuple. Ceux
qui disent, par exemple, que l'absence de Blaise Compaoré et de Yassine Campando pourrait être préjudiciable à la justice. Je pense que c'est Mamadou Compaoré qui a dit cela. Ils n'ont pas raison. Parce que les faits, ce sont les faits qui comptent. Et un président du tribunal doit examiner rien que des faits. Même si vous marquez, on va établir que vous avez menti. À plus forte raison quand vous n'êtes pas là pour induire les autres en erreur. Donc, ce qu'il faut faire, moi je pense, c'est de tenir compte de la nécessité de faire éclater la lumière, la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait avec la vérité? C'est la raison d'être de la philosophie, c'est d'aller vers la justice, une justice sociale pour tout le monde et non pas pour une catégorie de personnes qui tordent le cou à la loi et finissent par l'imposer à tout le monde. Monsieur et Touré, à force de répéter, Monsieur on finit Touré, par croire que c'est la vérité. Monsieur Touré. Alors qu'on arrête. Bon, désolé, mais... Moi, je ne sais pas, je suis Oui. ce qu'il dit. Il dit que nous tous, on n'a pas évoqué ce côté un peu qu'il y a l'interdiction de la diffusion publique. Oui. Non, mais c'est un tribunal militaire. Vous voulez que les affaires militaires ne se discutent pas comme ça dans la rue? Non, c'est lié à la nature même du tribunal et de l'affaire. Moi, à mon avis, c'est ça. Non, non. Il faut dire que... Non, non, je crois que sur la question de la retransmission, ça a été... il y a eu une requête, effectivement, et puis le président du tribunal a rejeté. Et je pense que ce n'est pas parce que c'est le tribunal militaire que forcément... Il y a la loi, c'est une loi qui interdit. Voilà, C'est une loi, je crois mais du tribunal tout militaire. procès en principe, diffusé. on ne diffuse pas. Ouais. Exception, c'est que on peut faire des dérogations pour permettre en fait des situations où on peut enregistrer ou filmer. Et je crois que c'est sur la base de cette exception prévue par le Code de procédure pénale que les avocats de la partie civile ont demandé. Par contre, dans le Code de justice militaire, je crois qu'il y a une disposition qui dit que tout procès lié à des questions de sûreté de l'État, on ne doit pas enregistrer. Et finalement, le président du tribunal s'est appuyé sur cette disposition. Je suis étonné que M. Traoré... Ce qu'on peut dire, c'est que les choses qui ne sont pas dites ici, chacun a son angle d'appréciation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a ouvert le micro. On a ouvert pour que les gens puissent appeler aussi. La meilleure preuve, les assises où le maître est là, c'est public. Quand on fait les Oui, on voulait lui dire quelque chose. Nous, on n'a pas dit ici que l'absence... C'était pour dire, n'est-ce pas, que l'enregistrement ou le non-enregistrement, la participation ou le non-participation du public n'allait pas contribuer plus à l'avènement de la vérité. Parce que le public dans la salle d'audience n'intervient pas dans le procès. Dans le procès, il assiste. Il intervient pour écouter, pour assister. Et même s'il commence à faire une certaine forme de manifestation, on évacue la salle. Oui. Voilà. Donc que le public soit là ou pas, il n'y a pas d'intérêt sur le procès. Parfois même, on fait des jugements à huis clos. Mais ce procès, par ailleurs, le public assiste. Oui, le jugement, il se trompe. Les questions plutôt de retransmission ou d'enregistrement, pas des mains extérieures. C'est ouvert. Oui, mais c'est ce que je voulais ajouter. On n'a pas dit au public n'est pas assisté. On a dit de venir avec une carte nationale d'identité nationale. Et ils ont accès à la salle d'audience pour suivre. Maintenant, ce n'est pas retransmis. C'est ça. Donc, il faut faire. Et puis, je voulais terminer. Ensuite, moi, je n'ai jamais dit sur le plateau ici que l'absence de Blaise Compaoré pourrait porter atteinte à la justice. Je n'ai jamais dit cela. Voilà. Bon, d'ailleurs, personne ne l'a dit. On va prendre notre second téléspectateur. M. Touré, certainement, dans ses états ce matin, d'habitude, il intervient de façon plus intelligente. Monsieur Ouedraogo, c'est Monsieur Ouedraogo Adama qui a dit. Adama. Vous voulez intervenir pour quel sujet? Le procès Sankara ou le nouveau ministre? Et puis le ministre de la Défense. Vous avez deux sujets en même temps. Comment on fait? Oui. Deux sujets, oui. Bon, vous allez aller très vite. D'accord. Bon, sur le procès, je voulais simplement rappeler qu'il ne s'agit pas de juger un coup d'État ou un procès contre le Front populaire. C'est un procès d'un assassinat à la suite d'une plainte qui a été déposée par des parties civiles. Je voulais apporter cette précision-là. On ne confonde pas les choses. Il ne s'agit pas de juger un coup d'État, ni le Front populaire. Et l'assassinat, là, il a ses auteurs bien définis et bien déterminés. Il n'y a pas à dire qu'un tel a été là, a fait telle ou telle chose. Monsieur Ouedraogo, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut parler de l'assassinat sans les circonstances de l'assassinat?
tout ce qui est l'environnement, tout ce qui a contribué à l'assassinat. Est-ce qu'on peut faire le procès en n'en parlant pas du tout? Bien sûr. Mais là, vous avez un avocat avec vous. Hein. Moi, je dis bien, il s'agit d'un procès d'un assassinat. Les coups d'État, on peut faire un coup d'État sans tuer. Doumbia, à la fin, il a tué qui? Personne. Mais c'est l'assassinat là. C'est des familles qui ont estimé être lésées. En Guinée, il y a eu des morts, hein, M. Ouedraogo. Voilà. En Guinée, il y a eu des morts, sauf que ce n'est pas Alpha Condé qui a été tué. Je parle de la prise du pouvoir. D'accord. Oui, mais il y a eu des morts. Hein. Voilà. Ça, je peux vous donner cette information pour ne pas que les Guinéens disent qu'on dit qu'il n'y a pas eu de morts. On peut prendre le pouvoir sans tuer son prédécesseur. Okay. Alors, sur mon deuxième point, c'est une précision que je voudrais relever. Allez-y. En 2015, le président Kaboré, en prenant le pouvoir, il a hérité d'une armée démunie totalement. Il n'avait pas une armée bien assise. En 2015, là. Parce qu'un de vos auditeurs l'a bien dit, que l'armée est démunie. C'est à partir de 2011 que l'armée a été diminuée au profit du respect et les armes même ont été, bon, je m'excuse, hein, ont été revendues ailleurs. Et ça, c'est un constat. Sinon, le président Kaboré a pris une armée totalement diminuée. D'accord. Et moi, je le félicite d'avoir mis sur pied une armée aujourd'hui qui puisse répondre, en tout cas, au terrorisme là. Merci, bonne journée. Merci à vous, M. Ouedraogo. Oui, Évariste a quelque chose à dire. Je suis d'accord avec lui sur le fait que l'armée soit diminuée, mais pour moi, c'est la date. Pour moi, c'est en 83, hein. Ce n'est pas en 2015. Mais quand on parle de la diminution de la moitié de l'armée, on ne parle pas de... Une question. M. Ouedraogo dit qu'on doit juger, c'est un dossier, c'est un procès lié à une question d'assassinat et non pas... Non, il a raison. Oui. Donc, est-ce qu'on peut juger le dossier Sankara sans les circonstances de l'assassinat? Non, c'est un tout. Voilà. Parce que, comme je vais dire là, vous savez que en matière pénale, les circonstances interviennent soit pour aggraver, soit pour atténuer la responsabilité de celui qui l'a commis. Donc les circonstances sont importantes dans le procès pénal. Mais M. Ouedraogo semble dire qu'il faut faire abstraction de toutes les circonstances et de juger l'assassin. Non, peut-être que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'il ne faut pas confondre ça avec le politique, puisqu'il a commencé par dire que ce n'est pas le procès du Front populaire. Donc il a voulu dire qu'il faut mettre ça dans le politique. Que ce soit Thomas Sankara ou bien un autre, ce qu'il fallait juger, il fallait tenir compte des circonstances dans lesquelles le crime a été commis. Par exemple, vous avez dit, je voulais ajouter autre chose. Hein. Au moment où on parlait de la diminution des problèmes au niveau de l'armée, Roch-Marc Christian Kaboré n'était pas président. Hein. Voilà, donc le message dit ici ne s'adresse pas au président Roch-Marc Christian Kaboré. On parle de tout ce qui s'est passé depuis 2012, les mutineries, les ceci, cela ont diminué l'armée. Et en ce moment, Roch n'était pas... Voilà, décapité l'armée en 83, tout ça. Roch-Marc Christian n'était pas président. Donc, ce qui est dit ici, ce n'est pas adressé au président Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà. C'est adressé à un système qui s'était en place. Voilà. D'accord. Oui, Oulon voulait dire quelque chose? Non, c'était par rapport à l'interpellation de M. Touré. Moi, je le comprends. Je pense qu'en gros, son observation, c'était qu'on devrait débattre plutôt du fait que le tribunal ait refusé l'enregistrement ou pas. Bon, c'est son droit le plus absolu. Je pense qu'il n'y a pas à polémiquer. Oui, mais le choix est laissé. Le choix est donc lui, je pense que si je le comprends bien, je ne suis pas dans sa tête. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu que nous discutons de tout ce que nous avons discuté, on aurait pu débattre. C'est son avis, il n'y a aucun problème. Oui, mais la possibilité, c'est qu'on donne l'occasion aux personnes extérieures d'appeler et aussi de donner leur point de vue. Ça se complète, bien sûr. Maintenant, je crois sur l'autre volet de l'armée, bon, je pense qu'il faut qu'on aille un peu de l'avant, s'auto-accuser. On a vraiment tellement de soucis. En plus, c'est le CNR, c'est le Front populaire, c'est Blaise. Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on essaye. On est déjà face à d'énormes défis. On prend M. Zongo. On prend M. Zongo Pascal, également sur le procès Sankara. Allô? Oui, monsieur Pascal Zongo. Oui, bonjour. Vous êtes à Basenko. Voilà, Basenko, c'est ça. D'accord, allez-y pour votre intervention. Voilà, j'aimerais juste intervenir sur le projet Sankara. D'accord, allez-y. Voilà, parce que sur le plateau, j'entends, et on dit que, que le procès se tient à une période où il y a certaines personnes qui ont intérêt à ce que le procès se tienne. Ma question, je voulais juste savoir, est-ce que
pendant les 27 ans de Blaise Compaoré, il y a eu des tentatives de procès qui n'ont pas eu lieu. Voilà. Mais j'aimerais savoir à quel moment ce procès peut se tenir sans qu'il y ait un intérêt, un intérêt particulier. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'histoire des procès, il n'y a toujours pas eu une certaine opinion qui ont besoin à ce que quelque chose se tienne? Je ne sais pas. C'est la question que je voulais poser. Merci, M. Zongo. Alors, la question est posée. Est-ce que, M. Zongo, il pose une question assez pertinente. Est-ce qu'il pourrait arriver à un moment donné où on aurait pu juger un tel procès dans des conditions où il n'aurait pas question d'influence ou de manque de confiance autour de tout ce qui fait l'environnement? En fait, j'ai l'impression que certains de nos compatriotes ne comprennent pas tellement quand on s'exprime par rapport à ce dossier qui est vraiment très dramatique parce qu'il y a eu quand même perte en vie humaine et de façon vraiment dramatique. Non, on se dit que quand on regarde du contexte, c'est normal, la famille, en fait, de feu Thomas Sankara a le droit de savoir ce qui s'est passé. Mais on n'occulte pas aussi le fait que, comme il l'a dit, il y a les circonstances qui sont là et on ne peut pas détacher les circonstances de ce qui est arrivé. Donc, pour moi, ça n'engage que moi. À quel moment on peut juger par un procès comme c'est la forme même, Sankara? c'est la forme même. Oui. Parce que pour moi, si je dis que ce que je dis là n'engage que moi, on aurait pu trouver une autre forme pour avoir un autre cadre, peut-être pour avoir la vérité et avoir la justice. C'est-à-dire quoi? Créer un tribunal spécial? Le modèle tel qu'on l'a fait exclut des gens, ça blanchit des gens. Alors merci. Désolé, on ne pourra pas finir avec cette question parce qu'on me dit que l'heure est terminée, mais c'est une question pertinente. On aura l'occasion certainement de la poser ici. Merci à vous donc qui avez posé cette question-là. Et puis merci à mes invités sur le plateau. J'étais donc avec Faustin Évariste Conservo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci d'être venu, Évariste. Et Mamadou Ali Compaoré, journaliste et formateur, enseignant-formateur à l'ISTIC. Merci d'être passé. Et puis Atiana Serge Oulon, directeur de publication de l'événement bimensuel d'investigation. Et puis enfin, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie, et également avocat inscrit au barreau. Merci, Maître, d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous ceux qui m'ont appelé. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.